Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et qui divise pas mal de monde. J'ai nommé l'assurance vie. Certains disent que ça ne sert à rien, qu'on y perd même de l'argent. D'autres affirment que ça a été l'un des meilleurs placements qu'ils aient fait. Bref, entre mythe et réalité, pas facile de s'y retrouver. Si tu sais pas exactement à quoi ça sert et que tu vas enfin comprendre pourquoi on en parle autant, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est ultra important. T'as de la chance, aujourd'hui je te fais un topo complet sur à quoi ça sert, comment ça fonctionne et comment éviter les erreurs que font 90% des gens. Moi c'est Valentin et aujourd'hui j'ai décidé de parler de l'assurance vie. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que j'ai remarqué autour de moi, que ce soit mes proches ou mes amis, il y avait beaucoup d'incompréhension à ce sujet et parfois des arguments qui n'étaient pas entièrement vrais. Bref, on va démystifier tout ça ensemble. Pour rappel, les Français adorent l'assurance vie, comme le prouve une recherche Google. Les chiffres le prouvent encore et toujours, puisqu'on compte à peu près 2000 milliards d'euros placés en assurance vie fin décembre 2024, soit une augmentation de 4,2% sur un an. Bon, commençons par la base. C'est quoi une assurance vie ? Eh bien pour commencer, il faut oublier le mot assurance. Oui, je sais, c'est bizarre, mais ici on ne parle pas d'assurer une voiture ou son téléphone. Ce n'est pas un contrat d'assurance, mais bel et bien un placement financier. Il faut bien garder en tête que tu peux ouvrir une assurance vie auprès de ta banque en ligne ou auprès de ta banque traditionnelle, ou par exemple auprès d'un organisme comme l'XCA par exemple. Tu y verses de l'argent soit pour investir en fonds euros, soit en unité de compte. T'inquiète, si tu sais pas ce que c'est, je te l'explique juste après. Tu peux récupérer l'argent quand tu veux, il faut juste patienter 1 à 2 semaines pour que la banque traite ta demande en général. Mais attends, pourquoi je devrais investir par le biais d'une assurance vie alors que le PEA ou le compte titre font très bien l'affaire ? Et bah justement, le principal avantage de l'assurance vie réside avant tout dans la fiscalité, mais surtout dans la transmission de ton argent. Et ça, peu importe le lien avec la personne. Donc ça peut être tes enfants ou bien le voisin si tu veux. Sur mes vidéos précédentes, j'ai déjà mentionné les fonds euros. Maintenant, je vais t'expliquer ce que c'est, de quoi c'est constitué et vraiment aller dans la profondeur des choses. C'est la partie sécurisée de ton contrat d'assurance vie. Quand tu investis dans un fonds euro, ton capital est garanti. C'est-à-dire que même si les marchés financiers baissent, tu ne peux pas perdre d'argent. Quand tu verses de l'argent, ton assureur investit principalement dans des obligations d'État et d'entreprise. Ça rapporte peu, mais c'est stable. Chaque année, tu reçois les intérêts. C'est un petit peu comme ton livret A en fait. Ton livret A, tu places de l'argent et ensuite tu reçois les intérêts sur cet argent. Eh bien, le fonds en euros, c'est exactement pareil. Ce phénomène-là, c'est les intérêts composés. Si tu veux en savoir plus sur cette méthode, je te la mets juste ici. Depuis 2010, les fonds euros rapportent 2,60% en moyenne. Donc si tu cherches la sécurité, c'est un excellent choix pour continuer à investir ton argent. Cependant, si tu cherches plutôt de la performance, il faudra aller voir plutôt du côté des unités de compte. Mais par contre là, il faudra accepter une certaine dose de risque. Maintenant qu'on a vu les fonds euros, parlons un petit peu des unités de compte, qu'on appelle plus communément UC. Là, on est dans la partie risquée de l'assurance vie. Quand tu investis en UC, ton argent n'est pas garanti. Ton argent il est investi dans des actions, dans de l'immobilier via des SCPI ou même des ETF. Ton objectif, c'est d'aller chercher de la performance et donc de faire bien mieux que 2,60%. À titre de comparaison, si on avait investi dans le CAC 40 en 2019 via un ETF, on aurait eu 11% annualisé et 17% annualisé si on avait investi dans le S&P 500 sur la même période. Et je rappelle que investir dans un ETF ne requiert pas de connaissances ultra pointues. Mais attention, qui dit potentiel de gain plus élevé, dit aussi risque de perte en capital. L'avantage des UC, c'est que tu peux diversifier tes placements à l'intérieur même de ton assurance vie. En général, tu peux choisir différents fonds en fonction de ton profil. En général, ce sera le profil prudent, le profil équilibré et le profil dynamique. Et tu n'es pas obligé de tout mettre en UC, tu peux faire un mix avec les fonds euros pour adapter le niveau de risque à ton profil. Maintenant que tu sais comment fonctionne une assurance vie, parlons un peu des frais que tu dois supporter quand tu vas en ouvrir une. Il faut absolument parler des frais. Parce que oui, ce placement peut être intéressant à condition de ne pas se faire grignoter les rendements par des frais cachés. Attention, il va avoir des chiffres, mais t'inquiète pas, je suis là pour tout expliquer. Alors principalement, il va avoir 3 types de frais.
Les frais d'entrée ou de versement. Ces frais sont prélevés à chaque fois que tu verses de l'argent sur ton contrat d'assurance vie. Par exemple, les frais sont de 5% et tu vas investir 1000 euros. Donc, 1000 euros fois 5% égale 50 euros. Et donc, 950 euros investis sur ton contrat d'assurance vie. Les frais de gestion. Ce sont des frais annuels, souvent autour de 0,5 à 1%. Cela va dépendre des fonds. Il faut vraiment regarder le document d'information clé. C'est un document en fait qui récapitule tous les frais que tu vas devoir supporter. Et les frais de gestion, ils sont prélevés de façon automatique. Donc il faut vraiment bien les prendre en compte car ils réduisent ton rendement net. Les frais de surperformance. Ce sont des frais qu'on t'applique uniquement si on dépasse un certain objectif. Alors c'est-à-dire si par exemple tu prends un fonds qui est chargé de répliquer la performance du CAC 40 et que le fonds fait mieux que le CAC 40, eh bien il y a des commissions pour frais de surperformance qui sont appliqués. Et donc tous les frais que je viens de citer, ce sont les frais qui sont appliqués au fonds. Pour bien comprendre, il faut dire qu'en fait, on va avoir une société telle que l'IXEA qui va appliquer des frais. Et ensuite, en fonction des fonds que vous allez devoir choisir, eh bien, il y a encore des frais qui sont appliqués. Je me suis rendu sur le site de Mon Petit Placement afin d'effectuer une simulation des frais que j'aurais eu si j'avais placé 10 000 euros à 10%. Eh bien, en fait, Mon Petit Placement m'aurait fait un rendement de 11,60%, prend sa commission de 1,60 et me laisse 10% net dans ma poche. En plus de tout cela, si tu avais investi dans un ETF World, par exemple l'ETF d'Amundi CW8, eh bien Amundi te prend en plus 0,38% de frais et donc ça amoindrit ton rendement net. Pour résumer, voici un exemple. On va prendre l'exemple qu'on a investi dans un ETF World, le CW8, avec des frais de gestion de 0,38% et un rendement de 10%. Alors comme tu le sais, un ETF, les frais de gestion sont déjà inclus dans la performance du fonds. Donc c'est-à-dire que si le fonds fait 10%, en fait c'est 10% net dans ta poche parce qu'en fait l'émetteur de l'ETF prend ses frais à la fin de chaque journée. Et donc en fait les frais que l'on doit inclure sont les frais de l'assurance vie. Donc là on a vu que MPP faisait 1,60 de frais. Donc en fait on a juste à reprendre la performance de notre ETF qui est de 10 moins 1,60% et donc on arrive à une performance de 9,84%. On voit bien l'impact des frais à long terme et pour l'investisseur ça détruit du rendement. Et encore, là les frais de l'ETF sont bas comparés à certains fonds où parfois on peut avoir 3% de frais d'entrée, 1% de frais de gestion, 1% de frais de surperformance. Et vous l'aurez compris, tous ces frais additionnés représentent une certaine somme d'argent à la fin de l'année. Et le fonds, en fait, il doit faire mieux que ses frais, sinon l'investisseur, lui, aura une performance négative. C'est pour cela que certaines personnes disent qu'ils ont récupéré la même somme d'argent placée 10 ans plus tôt, car en fait, la performance était bouffée par leur intermédiaire financier. Chaque contrat est différent. Avant tout, il faut garder en tête qu'il va y avoir les frais de l'assurance, donc les frais de MPP ou l'IXEA par exemple, ainsi que les frais de la société de gestion, comme Amundi, BlackRock ou BNP. Donc en fait, tous ces frais, ils sont récapitulés dans un document que l'on appelle document d'information clé. Pour t'ouvrir les yeux et vraiment savoir ce que ça représente, j'ai tout simplement pris un exemple d'un fonds dans une assurance vie où l'on voit dans le DIC la synthèse de tous les frais relatifs à ce fonds. Ceci est un exemple, mais la présentation est la même partout. J'ai décidé de comparer la performance d'un rendement brut de 10% d'un fonds qui est proposé dans une assurance vie avec des frais de 2% par an et un PEA avec des frais de 0,38% qui correspond à un investissement d'un ETF World, le CW8 d'Amundi. Le résultat est choquant et incroyable en même temps. On voit bien que si on avait investi dans un ETF à travers un PEA, on aurait payé 17 000 euros de frais cumulés. Alors qu'avec une assurance vie à 2%, on aurait payé 74 000 euros. Une différence de 335%, soit à peu près 4,4 fois plus cher. Et que sur des montants très élevés, genre 1 million d'euros de placés, imaginez combien vous perdriez chaque année. Je rajouterai aussi que 2%, c'est pas forcément le plus cher que vous verrez en termes de frais. Parlons des impôts maintenant.
Car oui, si on investit à travers une assurance vie, c'est avant tout pour sa fiscalité. On va distinguer deux types de fiscalité, celle en cas de vie et celle en cas de décès. Si on verse 100 € sur l'assurance vie qui a généré 10 € d'intérêt, le placement initial est exonéré d'impôts. Par contre, l'intérêt qui a été généré subit quant à lui les impôts. Quand vous demandez à votre banquier s'il y a des impôts durant la vie du contrat de l'assurance vie, la plupart du temps, les banquiers vont vous répondre que non, il n'y a pas d'impôts. Malheureusement, ceci n'est pas exact. En fait, ça va dépendre si vous avez investi en fonds euros ou en fonds UC. Concernant l'investissement en fonds euros, eh bien, il y a des impôts qui sont de 17,2% qui correspondent aux prélèvements sociaux. Cependant, si vous avez investi en UC, il n'y a aucune imposition tant que l'argent reste dans le contrat d'assurance vie. Maintenant que vous avez placé de l'argent sur votre contrat d'assurance vie, vous comptez bien en profiter. Mais avant tout, il faut passer à la caisse. Et oui, on est en France. Selon l'antériorité du contrat, la fiscalité est différente. Si vous avez moins de 8 ans de détention, vous aurez à payer la flat tax. Cependant, si ça fait plus de 8 ans, vous n'aurez qu'à payer 17,2 plus 7,5%, soit 24,7% d'impôt, ou 30% si vous avez plus de 150 000 € sur l'assurance vie. Sans oublier que l'on peut déduire 4 600 ou 9 200 € de votre retrait si votre contrat a plus de 8 ans. La stratégie est donc d'avoir un contrat de plus de 8 ans et retirer dans la limite de la déduction d'impôt pour ne payer que les prélèvements sociaux qui sont de 17,2%. C'est à ce moment-là que l'on voit que fiscalement parlant, il vaut mieux investir à travers un PEA plutôt qu'une assurance vie. Le véritable avantage de l'assurance vie réside juste après. Il y a plusieurs cas en fonction de l'âge du contrat, de quand tu as versé la somme sur le contrat d'assurance vie et de ton âge quand tu l'as versé. On va prendre quelques exemples pour illustrer mes propos. Pour bien m'assurer et te faire comprendre la fiscalité de l'assurance vie, je vais prendre 3 exemples concrets. Premier exemple, on va prendre quelqu'un qui a 80 ans, qui a ouvert son contrat en 1989 et qui a versé 400 000 € en 1990. Première chose à regarder, c'est la date du contrat. La date est de 1989 et donc est antérieure à 1991. Deuxième chose à regarder, ça va être la date de versement. La date de versement est antérieure à 1998. Et dernière chose à regarder va être l'âge du souscripteur. Il a bien 80 ans et donc c'est après 70 ans. On voit bien à travers ce tableau qu'il va bénéficier d'une exonération totale à son décès. Et donc ses enfants vont pouvoir profiter d'une certaine somme d'argent, et donc dans ce cas 400 000 € en franchise d'impôt. Pour notre deuxième exemple, on va prendre quelqu'un qui a 40 ans, qui a ouvert son contrat avec 10 € en 1997, puis y a versé en 2004 400 000 €. Si on suit la même démarche que précédemment, on s'aperçoit que les bénéficiaires ne sont plus exonérés d'impôts, mais vont bénéficier seulement d'un abattement de 152 500 € par bénéficiaire. Puis il y aura un prélèvement de 20% jusqu'à 700 000 € et au-dessus de 700 000 €, les bénéficiaires seront prélevés à hauteur de 31,25%. Troisième et dernier exemple, on va reprendre tous les éléments de l'exemple précédent à l'exception près de l'âge. L'âge du souscripteur ne sera pas de 40 ans, mais de 76 ans cette fois-ci. Eh bien, en suivant les démarches que l'on a fait précédemment, on s'aperçoit que les bénéficiaires ne vont plus bénéficier d'un abattement de 152 500 € par bénéficiaire, mais seulement d'un abattement global de 30 500. Plus concrètement, les bénéficiaires vont économiser 30 500 €, c'est-à-dire que 370 500 € vont être soumis aux droits de succession. Voilà, maintenant tu sais tout jusque dans les moindres détails. L'assurance vie est un formidable outil de transmission, mais pour l'investissement, on peut mieux faire. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu préfères investir en PEA ou en assurance vie, ça m'intéresse beaucoup. J'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner à la chaîne. Et je te dis à la prochaine fois pour plus de vidéos business.